Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Léa Rochat. Bienvenue dans la 153e émission de Et si on parlait de sport, votre rendez-vous 100% passion revient avec intensité, porté par une équipe survoltée, des voix qui vibrent au sport et une seule mission, donner la parole à celles et ceux qui font battre le cœur du sport chaque jour. Des terrains au vestiaire, des bénévoles aux athlètes, du sport amateur au plus haut niveau, ici on vit le sport de l'intérieur, là où ça transpire, ça s'engage et ça gagne. Et un immense merci à nos partenaires Samper Codec, LG Consultant et l'agence Bellombra de Bruno Hamet. À nos côtés, ils jouent collectif et défendent un sport qui rassemble, qui inspire et qui construit demain. Un coup de projecteur aussi à notre Dream Team. Et si on parle de sport, animatrice, animateur, chroniqueur, consultant, une équipe soudée, déterminée, animée par le même énergie et prête à faire vibrer chaque émission. Alors installez-vous, montez le son, c'est parti pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport. En première mi-temps, nous allons prendre la direction des cours de tennis d'Occitanie pour découvrir les coulisses d'un sport en pleine évolution. Le tennis traditionnel, paddle, beach tennis, pickleball, formation des jeunes, développement des clubs, compétitions régionales et grands projets à venir, le tennis régional connaît une dynamique particulièrement forte. Pour en parler, nous recevons deux invités au cœur de cette organisation, Philippe Bellou, président de la Ligue Occitanie de tennis, et Grégory Louis, directeur de la Ligue. Dans cette première mi-temps, nous reviendrons sur leur parcours personnel, leurs engagements dans le monde du sport et leur vision du tennis d'aujourd'hui. Nous découvrirons également comment fonctionne la Ligue Occitanie, son rôle auprès des clubs et le bilan de cette saison riche en événements et en compétition. Et en deuxième mi-temps, nous prendrons la direction du large pour découvrir une discipline spectaculaire, rapide et en plein essor, le kitefall olympique. Notre invitée est l'une des jeunes espoirs françaises de la voile de haut niveau, Zoé Boutang. Avec elle, nous allons revenir sur son parcours, ses débuts dans le sport de glisse et les exigences du haut niveau, mais aussi sur les moments de doute, les remises en question et les ambitions olympiques qui l'animent. Une immersion passionnante dans un sport où l'on vole littéralement au-dessus de l'eau. Installez-vous confortablement et si on parlait de sport, c'est parti. Et tout de suite, place à la première mi-temps pour parler tennis et avec nos invités Philippe Bellou et Grégory Louis. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport aujourd'hui, direction les cours de tennis d'Occitanie pour une émission consacrée à un sport en pleine évolution, tennis bien sûr, mais aussi paddle, beach tennis, pickleball ou encore paratennis. La petite balle jaune se décline désormais sous de nombreuses formes et attire un public de plus en plus large. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons deux acteurs majeurs du tennis régional, Philippe Bellou qui est le président de la Ligue Occitanie de tennis et Grégory Louis qui est le directeur de la Ligue. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Et merci en tout cas de nous accueillir dans vos locaux de la Ligue Occitanie de tennis. Alors avant de parler de cette Ligue de tennis et de l'actualité du tennis régional, j'aimerais que nos auditeurs apprennent un peu à mieux vous connaître. Philippe, d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours personnel, de votre lien avec le sport et de votre activité un peu professionnelle? Alors, quelques mots. En quelques mots, donc, j'ai découvert le tennis à 18 ans avec un professeur de PS qui faisait du tennis dans ses cours, ce qui est excessivement rare. Et puis j'ai joué, puis un jour je suis devenu arbitre, juge-arbitre, puis président du comité départemental des Hautes-Pyrénées, et puis vice-président de la Ligue Occitanie, et puis maintenant président de la Ligue Occitanie. Et j'ai été professionnellement, j'étais prof de maths, et puis à 40 ans j'ai changé, je suis devenu chef d'établissement scolaire, voilà, jusqu'à ma retraite il y a 3 ans. Grégory. Alors moi je suis tombé dans le tennis un peu plus tôt, vers l'âge de 5-6 ans, ça a été toujours mon sport de cœur, donc j'ai fait du tennis de 5 à 25 ans. J'ai arrêté un peu l'activité sportivement parlant, mais j'en ai fait mon métier et j'en suis ravi, puisque je dirige la Ligue depuis 2017 et auparavant j'ai eu un parcours d'enseignant de tennis et je travaillais déjà pour la Ligue Midi-Pyrénées auparavant sur d'autres fonctions. Joueur aussi. J'ai toujours été joueur de tennis de 5 à 25 ans, mais après c'est vrai que j'ai un peu abandonné l'activité tennis, mais voilà, j'en ai fait mon métier. Comment en êtes-vous arrivé à la présidence de la Ligue Occitanie de tennis ? J'ai été, donc, dès qu'il y a eu la fusion entre les ligues Midi-Pyrénées et la Ligue Languedoc-Roussillon, j'étais vice-président dans ce mandat-là, avec Pierre Doumerou comme président de cette ligue. Ensuite, il est devenu secrétaire général de la fédération. Donc, dans les statuts de la fédération, on ne peut pas cumuler un rôle de président de ligue et de secrétaire général de la fédération. Donc, il a démissionné et j'ai été élu par les membres du comité directeur comme président. J'ai fait donc un premier mandat de 3 ans et j'ai été réélu il y a 1 an et demi maintenant pour ce deuxième mandat. Grégory, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Qui êtes-vous en dehors de votre fonction de directeur de la Ligue ? Titre privé, je suis un papa de 4 enfants, ça m'occupe beaucoup à côté de mon métier. Voilà, passionné de tous les sports, passionné évidemment des sports de raquettes. Voilà,
entre la famille et les sports de raquette et surtout le métier de directeur de ligue, ça prend déjà pas mal de temps, voilà, avec beaucoup de passion et l'amour des autres. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la Ligue. Quel est précisément votre rôle au quotidien ? Alors, le rôle au quotidien, il est assez large, il est assez transversal. Déjà, on s'appuie sur une équipe de salariés. Il y a à peu près 45 salariés sur la Ligue Occitanie de tennis. Donc, la première des missions, c'est de faire fonctionner le groupe, voilà, tout en étant aussi en lien avec les dirigeants. Donc, je pense que c'est la première des missions, c'est des missions relationnelles pour pouvoir fonctionner au mieux tous ensemble. Voilà, ça c'est la première des choses. Et après, il y a beaucoup de missions transversales. Je travaille beaucoup avec les coordonnateurs de chaque famille, le sportif, la formation, le développement, les événements internationaux qu'on peut organiser ou qu'on peut soutenir, évidemment. Tout ce qui est aspect administratif, financier, voilà, c'est toutes des missions qui prennent pas mal de temps. Voilà. Il en a oublié une, il est aussi responsable du centre de formation. Et voilà, le président relève. Justement, Philippe, on parle de tennis aujourd'hui, on parle pas uniquement du tennis dit traditionnel. Est-ce qu'on peut un peu avancer dans cette direction-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements? Oui, aujourd'hui, certes, si notre nom c'est Fédération française de tennis, si notre colonne vertébrale c'est le tennis, depuis quelques années, on a eu des délégations pour pouvoir organiser un certain nombre de sports de raquette dans notre pays. Donc on a eu en 2014 le padel, ce qui est resté quand même assez confidentiel les 6 premières années. C'est à partir de 2020 qu'il y a eu une expansion très nette du padel. Le pickle, on a eu la délégation qu'en janvier dernier, un sport qui nous vient des États-Unis, et on avait déjà le paratennis, même si à une époque les joueurs faisaient partie de la Fédération française handisport, et les joueurs ont voulu quitter le handisport pour venir dans du paratennis. C'était juste une question de licence. Et le dernier, j'ai oublié, j'ai dit du beach, j'en ai parlé, qu'on l'avait depuis longtemps. Voilà. Après, je ne vous parle pas de l'ancêtre du tennis, qui est la courte pomme qu'on a aussi. Mais un jeu de paume. La courte pomme, mais qu'en Occitanie, on a 0 club. D'accord. Et alors, le paddle, finalement, semble quand même une grande révolution actuellement. En plus, on les voit maintenant un peu plus visuellement à la télévision avec les compétitions. Ça a révolutionné un peu votre façon de travailler, vous, au niveau du tennis. Est-ce que le paddle est un atout ou est-ce que c'est un handicap, si j'ose poser la question? Oh non, c'est évident que c'est un atout. C'est évident que c'est un atout. Après, c'est vrai que c'est différent de travailler, puisqu'il y a, contrairement au tennis, dans le paddle, il y a beaucoup de structures privées. Donc c'est une approche très différente, et que c'est à nous que tout ce beau monde puisse continuer à faire progresser ce sport. Mais je pense que c'est un atout, c'est évident. Et là-dessus, Grégory, vous travaillez vous aussi dans ce domaine-là du paddle, ça fait partie de vos préoccupations quand même? C'est une préoccupation importante, parce qu'il y a de plus en plus il faut des terrains, j'imagine, il faut des choses. Il y a des terrains, il y a des championnats organisés, il y a des sélections à mettre en place petit à petit, des entraînements pour les meilleurs jeunes, des détections. Donc évidemment, c'est une nouvelle activité qu'il faut organiser. Voilà, donc c'est sûr que c'est du travail supplémentaire, mais c'est du travail intéressant. Et je rejoins Philippe, c'est un véritable atout, et c'est surtout une complémentarité, je pense, au tennis, parce que déjà il y a des anciens joueurs de paddle qui reviennent au tennis. L'inverse, il y a des joueurs de tennis qui se mettent au paddle, mais ça crée aussi une dynamique. Ça correspond à la société moderne, c'est-à-dire que les gens ne vont plus dans un club que pour une activité, mais des fois pour découvrir plusieurs activités. Donc ça peut être intéressant aussi, de pouvoir multiplier les disciplines. Il y a la notion de je joue en équipe, alors que le tennis est quand même essentiellement un sport individuel, au-delà des matchs par équipe. Donc toutes ces choses font que finalement ça crée une émulation, et ça peut au contraire dynamiser l'ensemble des sports de raquette. Et on a fait des études sur les licences padel. Aujourd'hui, les licenciés padel on peut les catégoriser en 3. Une partie vraiment de nouveaux, de vrais nouveaux, ce qu'on appelle nous des vrais nouveaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été licenciés à la Fédération française de tennis. Des faux nouveaux, c'est-à-dire c'est des gens qui reviennent à la Fédération française de tennis par le padel. Et la troisième, c'est des transfuges qui avaient des licences de tennis et qui passent en licence padel. Aujourd'hui, il y a quelques années, c'était vraiment 3 tiers très, très égaux. Aujourd'hui, on a plutôt une prolifération des vrais nouveaux, et c'est les transfuges qui diminuent un peu. Et on a la même évolution possible avec le pickball ou pas?
Bonne question. Oh oui, moi j'y crois. Moi je crois qu'il y a deux choses qui vraiment vont être différentes. C'est que c'est plus facile à installer, ça coûte moins cher de faire du padel, du pickle. Et en plus, il y a une troisième possibilité, c'est que c'est vraiment un sport de famille. C'est-à-dire qu'on va s'amuser très vite en pickle si on joue avec sa fille contre sa femme et son grand-père. Enfin, non, j'exagère à peine, mais on va s'amuser beaucoup plus vite, je pense, en pickle qu'en paddle, qui nécessite quand même un peu plus de technique avec en particulier le jeu sur les vitres. Alors, on va parler un peu maintenant du bilan de la saison un peu écoulée. On a une saison sportive qui vient de se passer. Quels sont les premiers bilans qu'on peut tirer de cette saison, Grégory, au niveau de la Ligue? Alors, il y a différents styles de bilans. Il y a des bilans chiffrés, il y a des bilans... Non, un bilan global, on va dire, sur la dynamique finalement de cette saison. La dynamique, elle est bonne, elle est très bonne. Elle est bonne. En fait, il y a un premier indicateur qui fait qu'elle est bonne depuis un certain temps, c'est que quand Philippe a pris la présidence de la Ligue Occitanie, vous l'a dit, suite au rapprochement du Languedoc et de Midi-Pyrénées, c'était en 2018. Alors c'est Pierre Doumerou qui l'avait pris dans un premier temps, mais bon, après il y a eu le mandat de Philippe. Mais en 2018, quand Pierre Doumerou avait pris la Ligue Occitanie dans un premier temps, en tant que président, on était 90 000 licenciés. Donc ça, c'est le nombre de licences pour une fédération et pour une ligue, c'est un indicateur fort. Donc on était 90 000 licenciés et aujourd'hui on est 125 000. Donc, et on a déjà dépassé la semaine dernière le chiffre de l'an dernier. Donc, alors que la saison se termine au 31 août. Donc ça veut dire qu'en 8 ans, 9 ans, alors on peut dire que les grandes régions sont peut-être des difficultés à des endroits, à des moments, mais ça a quand même malgré tout créé une dynamique. Alors le paddle a contribué, le pickle contribuera demain. Le tennis fait toujours rêver en cette période de Roland-Garros. Bien sûr. Et finalement, c'est le sport de raquette qui en sort grandi. Et donc, finalement, on est fiers de se dire qu'on a pris presque 33% de licences nouvelles en l'espace de 8-9 ans. Donc, ça, pour moi, c'est le premier indicateur qui fait qu'on est en bonne santé, que le sport de raquette plaît et que je pense que la Ligue Occitanie fait du bon boulot. La diversité, ça a aussi peut-être créé une dynamique finalement. C'est ce que disait tout à l'heure Philippe, le fait d'avoir ajouté au tennis dit traditionnel d'autres disciplines, ça tire peut-être vers vous d'autres justement de nouveaux licenciés ou des gens qui y auraient peut-être pas osé. Et puis un des objectifs de la fédération et de la Ligue, c'est d'avoir des clubs multi-raquettes. C'est-à-dire que quand les gens viennent dans un club, puissent pratiquer différentes pratiques. Alors les événements, on va parler un peu de la compétition. Vous organisez ou vous co-organisez des événements régionaux. Comment ça s'est passé cette année, le bilan, sur les grands événements que vous avez? Oui. Bon, on a organisé, comme chaque année, ce qu'on appelle un Futur 25, c'est-à-dire c'est un tournoi doté de 25 000 $, un tournoi international. Un Futur, c'est la 4e division, 4e ou 5e division du tennis international. Et cette année, pour la première fois, on l'a couplé avec un ITF, donc un tournoi international aussi de paratennis. Et je crois que ça a été un grand succès, que ce soit sportivement, avec des sportifs de très haut niveau dans les deux disciplines, mais aussi un grand succès populaire et surtout un grand succès au niveau des jeunes, puisqu'on a attiré plus de 1000 jeunes dans la semaine d'écoles de tennis ou d'écoles qui sont venus voir du tennis ou du paratennis. Ça a une place importante pour vous, ces organisations. Il n'y en a qu'une seule comme ça? Vous aviez d'autres événements faits par les districts? Ah non, nous ici, on parle que des événements Ligue. On fait aussi un tournoi international jeune en octobre qui, la catégorie c'est J100. C'est la 3e catégorie de tournoi aussi. Et vous avez des jeunes qui sont classés dans les 200e à peu près mondiaux de leur catégorie d'âge. Et la formation reste un axe fort dans votre travail? Juste pour finir sur les événements, donc ça c'est ce que vient de préciser Philippe, c'est ce qu'on organise. Vous organisez au niveau de la Ligue, Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y en a d'autres aussi à côté qui se passent en Occitanie, où la Ligue Occitanie est en soutien, soit en organisation, soit en animation, soit financièrement. Et il y a surtout un événement sur lequel il faut aussi insister, c'est l'Open Occitanie, qui se passe chaque année à l'Arena de Montpellier. Alors on n'est pas les organisateurs principaux, parce que c'est des sociétés qui l'organisent, mais c'est un événement... qui est porté par un club, voilà. mais vous êtes... Non, c'est pas porté par la mairie, même pas. C'est une société qui a les droits, qui utilise l'aréna de Montpellier, qui est très soutenue par la région Occitanie. Je vois le drapeau là-bas, donc c'est l'occasion de les remercier. Et c'est surtout un événement qui est un tournoi ATP
et qui réunit des joueurs qui sont 10-15e mondial, parce que des OGLissime ont déjà Oui. gagné ce tournoi. Donc on est C'est un dans- tournoi qu'on voit régulièrement même en télé, puisqu'il Voilà. est diffusé en télévision. Donc c'est quand même le tournoi de l'année en Occitanie. Alors on ne l'organise pas, on est co-organisateur avec des différentes sociétés, mais par contre on est quand même sur un événement phare, donc c'est important de le rappeler. Non, mais c'est bien sûr. Alors, on va passer donc de ces tournois-là à la formation, qui est un axe fort, j'imagine, pour la Ligue. Alors, derrière le mot formation, il y a deux niveaux. Il y a la formation du jeune joueur ou il y a la formation des enseignants. Donc ça, c'est deux choses différentes. La formation des enseignants, c'est ceux qui en feront leur métier de demain, qui vont arriver dans des clubs et qui vont structurer nos clubs. Et grâce à eux, on aura du développement. Et à côté, donc formation paddle, pickle, tennis, évidemment. Et à côté de ça, il y a la formation du jeune joueur, où là, on a des centres de formation, des CFE, Centre fédéral d'entraînement, qui regroupent à peu près une dizaine de gamins à Balma et une dizaine d'enfants aussi à la Grande Motte. Et ça, c'est le fleuron de nos jeunes qu'on entraîne et qui visent le tennis de Le haut niveau derrière. Voilà. Donc voilà, il y a ces deux niveaux. Il y a les jeunes joueurs et il y a les futurs enseignants. Donc je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Non, mais c'était pour avoir un éventail du travail qui est fait au niveau de cette Ligue, justement. Donc il y a bien deux domaines bien distincts de ce que vous proposez. Ouais, et sur la partie, ce qui est important, parce que tout à l'heure on nous avait parlé d'un bilan, donc on est parti sur les licenciés en disant 90 000, 125 000 maintenant. Mais l'autre critère important, c'est nos résultats sportifs, parce que finalement une ligue, un club, des comités, on est là pour essayer de structurer le tennis de demain et surtout former nos futurs joueurs. Donc on a quelques résultats significatifs. Alors, de par le passé, on a eu des joueurs qu'on a formés dans le top 100 chez les garçons, des joueurs de double qui ont été aussi à très haut niveau, qui vont faire Roland-Garros là prochainement. Et il y a des jeunes qui arrivent, qui ont des bons niveaux, plus ou moins avec de la réussite en fonction des périodes, mais on a des futurs joueurs qui vont arriver sur le circuit, ça c'est évident. Oui, par exemple, cette année, là, en parlant des joueurs formés dans la région, on a 3 joueurs de double dans les 50 premiers mondiaux. On a 2 joueurs de simple qui sont dans les 100. On a 2 filles, même chose. Donc on a aussi une élite régionale, même s'ils ne sont pas toujours licenciés dans la Ligue. Puisque Mais ils viennent d'ici, quoi. Ils viennent d'ici, ils ont été formés ici. Alors, question à venir, on parle de rendez-vous. Quels sont vos grands rendez-vous à venir dans les mois prochains ? Alors, dans les mois prochains, le calendrier, il est simple. D'une saison de tennis qui commence du 1er septembre jusqu'au 31 août. On aura toujours, au mois d'octobre, notre tournoi J100 junior. Et en mars prochain, on aura toujours, je parle toujours des événements organisés par la Ligue, on aura toujours notre tournoi futur homme 25 et notre ITF paratennis. Après, toujours pareil, comme a dit Greg, on aura l'an prochain, en février, le tournoi de Montpellier. On a des tournois futurs à Montauban, à Rodez, à Bagnères de Bigorre et au Cap d'Agde. On a un gros tournoi féminin qui est un W75 qui s'est fini la semaine dernière à Saint-Gaudens. Et il ne faut pas oublier non plus que dans notre ligue, on a le championnat du monde des moins de 14 ans, les petits As à Tarbes. Ah oui, c'est vrai ça. Et c'est quelle période ? C'est fin janvier. Fin janvier. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Quels sont les projets ou perspectives que vous avez peut-être élaborés ensemble pour les années à venir ? Est-ce qu'il y a des grands projets qui se mettent en place ? Est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose ? Oui, sans problème. En urgence, donc, on a l'amélioration des infrastructures ici sur Balma, c'est-à-dire que là, on va rénover logiquement très prochainement les 6 cours extérieurs en résine. Là. On veut créer un espace pickle, ça c'est dans les projets. Dans la réalisation, on commence le photovoltaïque, donc une démarche RSO, le photovoltaïque sur tout le bâtiment, des cours couverts intérieurs, et on a peut-être dans les 2 ans qui arrivent création de terre battue extérieure. Comme ça, nos jeunes entraînés pourront avoir d'une part toutes les surfaces, que ce soit terre battue extérieure, terre battue intérieure, dur couvert, dur extérieur, et aussi on aura les autres pratiques de la fédération, c'est-à-dire le beach, puisqu'on a déjà un beach, le paddle et un espace pickle. Donc terre battue, c'est la balle est passée avec le focus sur Roland-Garros, c'est-à-dire préparer des futurs champions de Roland-Garros qu'on attend depuis des années. On peut en parler un peu ? Oui, aujourd'hui on s'aperçoit que la terre battue n'est pas une priorité en termes de cours en France, puisqu'on n'a que 17% des cours, des 35 000 cours, je crois, qui sont répertoriés. On n'en a que 16% en terre battue. Et notre événement
c'est un événement sur terre battue et c'est quand même aussi l'événement qui fait vivre le tennis français. Donc il est évident qu'il faut faire jouer les jeunes sur terre battue et que la terre battue est aussi la surface où techniquement les jeunes peuvent apprendre tous les coups du tennis parce que ça va moins vite, etc. et que les effets prennent beaucoup mieux que sur du dur. Donc voilà, donc la priorité c'est vraiment la terre battue. On a la chance d'avoir des terres battues intérieures extraordinaires, mais on voudrait aussi peut-être créer des terres battues extérieures parce que les conditions à l'extérieur sont bien entendu pas les mêmes qu'à l'intérieur. Alors je vous sens lancé sur la terre battue. Qu'est-ce que évoque pour vous on est obligé d'en parler, ce Roland Garros arrive, qu'est-ce que ça évoque pour vous, passionné de tennis, ce tournoi aujourd'hui? Quand vous avez vécu, et je l'ai vécu avec Grégory l'an dernier, la finale Alcaraz-Sinner qui a duré 5h29, je pense qu'on a assisté à la finale. Bon, je pense que cette année... On n'aura pas cette année, puisque non, parce il y en a un que qui est blessé, qui ne pourra pas être là. Et puis l'an dernier, il y a tout eu, quoi. Il y a eu l'émotion avec le premier jour, l'hommage à Nadal. Extraordinaire. On a eu le parcours de Loïs Boisson. On a la finale fille qui est pas mal du tout, qui fait 3-7 avec beaucoup d'émotion. On fait la finale homme à 5h29. Je crois que, étant réaliste, on n'aura pas la même édition, j'allais dire sportive, que l'an dernier. Mais il y aura quand même des événements, puisque c'est les derniers matchs de Wawrinka, les derniers matchs de mon fils. Voilà, donc... Grégory, un petit point sur ce Roland Garros qui arrive. Roland Garros, pour moi, c'est synonyme d'une bulle. Une bulle, t'arrives au mois de mai à Paris. On travaille plus, c'est clair. Il y a un côté, c'est pas que les tennisman. Ah non, mais qui le disent. je confirme. Il y a un côté féerique, il y a un côté... c'est Roland. Je coupe, c'est les beaux jours qui arrivent et on se régale. Ça a une odeur particulière, c'est les beaux jours le soleil qui arrive et finalement, c'est un tournoi, je pense, que tout le monde apprécie. Alors c'est vrai que s'il y avait un gagnant français, française... Alors je vais te pousser un peu dans le registre sportif. D'un point de vue sportif, comment tu vois la chose cette année? Comment tous les deux vous voyez un petit peu avec votre recul, votre connaissance du tennis? On va rentrer un peu dans le sport là, parce que effectivement, on se pose des questions là. On a vu que Fils vient de se blesser, donc c'est pas très grave. Bon. Je pense que le tirage au sort cette année aura une importance énorme, puisque l'an dernier, que vous soyez d'un côté ou de l'autre tableau, vous aviez ou Sinner ou Alcaraz. Aujourd'hui, quand même, il va y avoir Sinner d'un côté et de l'autre qui? Alors c'est sûr qu'en tête de série, ça sera Zverev, mais je pense qu'un Fils peut battre Zverev, qu'un Djokovic peut battre Zverev, et plein d'autres joueurs. Donc ça veut dire que cette année, le tirage au sort sera primordial dès le départ, pour pouvoir penser à aller loin. Après, gagner 6 matchs pour arriver en finale en 5-7, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais si tu en gagnes 6, t'es en finale. Oui. Il y a des jeunes révélations qui sortent aussi chez les garçons. Là. Le jeune qui a battu Primic, je crois, qui a battu Djokovic, qui sort un jeu superbe quand même. Il y a Primic, il y a Fonseca le brésilien, il y a Fils le français, il y a Rodar l'espagnol, il y a quelques jeunes qui pointent. Et chez les femmes, alors, on n'aura pas un Boisson cette année? Le problème, c'est que pour l'instant, je sais pas, elle est jouée cet après-midi dans un tournoi à Palerme, donc je sais pas si elle a gagné, mais elle a besoin de victoire. Elle sort de 6 mois de blessure, donc le tennis a besoin de réglage, a besoin de confiance, a besoin de victoire. Donc elle arrive là avec un palmarès vierge. Elle ne sera pas épargnée par le tirage au sort puisqu'elle sera 45e aux alentours, donc elle peut jouer dès le premier match ou Zabalenka ou Goff. Donc là aussi le tirage sera important et après on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a les 2 ou 3 des meilleures françaises qui sont blessées. On a Gracheva qui s'est... elle a gagné, elle a perdu. Gracheva qui s'est fait les ligaments croisés. Burel qui revient des ligaments croisés aussi. Alors, c'est une blessure assez rare chez les filles et ça tombe toujours chez les Françaises. Donc, on a quelques genoux récalcitrants. Bon, on va espérer quand même que ça se passe un petit peu mieux. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le tennis ou dans une discipline associée? Voilà, le conseil, c'est essaye, amuse-toi et viens tester la raquette que tu choisis. Tout à l'heure, pour compléter ce qu'a dit Philippe, il y a eu une question sur le pickleball en disant est-ce que vous pensez que le pickleball va amener autant que le paddle? Moi je pense qu'on va utiliser ces nouvelles pratiques peut-être différemment. C'est-à-dire que le pickleball aussi sera peut-être un produit d'appel qu'on amènera dans les écoles. Pour faire de la détection aussi peut-être. C'est plus facile, c'est facile à transporter. Tu joues plus facilement dans une cour d'école que le paddle. Donc je pense que ça va être un moyen d'amener une raquette entre les mains de jeunes enfants, de jeunes filles, jeunes garçons. Et qu'avec ce moyen-là,
là, s'ils arrivent à jouer, à s'amuser, et le pickleball va avoir cette facilité, Philippe l'a dit, c'est un peu plus simple, on a un peu plus de réussite, ça va un peu plus lentement peut-être pour les enfants, s'ils accrochent. Pour les anciens aussi. Pour les anciens aussi, mais ça peut aller très vite, parce que le pickleball, quand tu le regardes à haut niveau, ça va aussi très vite et ça demande des qualités physiques très larges. Il faut être très souple, il faut être très dynamique, il faut être explosif. Ça demande des qualités fortes, de qualité sportive. Mais par contre, pour revenir à la question, je pense que des enfants qui vont commencer à pouvoir jouer avec cette raquette, après, en arrivant dans des écoles de tennis, choisis ta raquette. Et en fait, toute personne qui va pouvoir venir, c'est pour ça que moi je pense que c'est la pluridisciplinarité dans un club est quelque chose qui sera que positif parce que ça correspond à la société et ça permet de prendre plaisir les uns les autres avec nos différences. Et pour vous, Philippe ? Si on revient au pickle, il y a un avantage que Greg n'a pas signalé, c'est que pour pénétrer le milieu scolaire, le pickleball a un autre avantage, c'est que les dimensions du terrain sont pratiquement les mêmes, à quelques centimètres près de celles du badminton. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gymnases dans les collèges et les lycées où il y a déjà des cours de badminton qui sont tracés. Donc il suffira de baisser le filet, d'avoir des raquettes à moindre coût et on peut tout de suite débuter l'activité. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir partagé votre passion et votre vision du tennis en Occitanie. On comprend que le tennis aujourd'hui ne se limite pas uniquement aux cours traditionnels. Entre le développement du paddle, du beach tennis, du pickleball, des actions de formation, l'accompagnement des clubs et l'organisation de grands événements, la Ligue Occitanie joue aussi un rôle essentiel dans la dynamique sportive régionale. On retiendra aussi que cette volonté de rendre le tennis accessible à tout public, à tous les âges et sur l'ensemble du territoire, avec toujours les mêmes valeurs, le plaisir, le partage, la transmission et l'engagement associatif. À l'approche de Roland-Garros et des grands rendez-vous de la saison, le tennis français continue de faire rêver et vous l'avez bien démontré et l'Occitanie y confirme plus que jamais sa place forte dans le paysage national. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir chez vous finalement à la Ligue Occitanie. Merci à vous d'avoir pensé à nous. Un plaisir partagé. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps avec Philippe Belot et Grégory Louis. Mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec Zoé Boutang. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire. On reprend notre souffle. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport ? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous, devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, retour sur le plateau de Et si on parle de sport, aujourd'hui direction le large, le vent et la glisse avec une discipline spectaculaire devenue olympique, la Formula Kite ou le kitefall. Notre invité va nous expliquer tout ça dans quelques minutes. C'est l'une d'un jeune visage prometteur de l'équipe de France de voile olympique. Zoé Boutang a seulement 22 ans, elle fait partie du groupe France de la Fédération française de voile, avec déjà plusieurs top 5 mondiaux chez les jeunes et un parcours marqué par la passion, l'exigence et les hauts et les bas du sport de haut niveau. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors,
Merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir répondu à notre appel. Avant de parler de performance, de compétition, ce que nous on aimerait savoir, c'est qui est Zoé Boutang dans la vie de tous les jours. Et avec plaisir. Du coup, je suis née à Hyères. J'habite sur la Pressée de Lyon. C'est le paradis de la voile et kite. Donc, ça fait toujours partie de mon quotidien, forcément. Et moi, mes parents font du kite aussi. Donc, c'est grâce à eux que je me suis mise au kite. Et je fais un peu de sport depuis très jeune. En fait, j'étais à l'école de voile dans ma classe à l'école primaire, etc. Donc, vraiment, la mer et le vent fait partie de ma vie. Je voyage beaucoup, du coup, grâce aux compétitions depuis très jeune. J'ai fait un sport-études à partir du collège et j'ai vraiment grandi dans ce milieu-là. Mon frère a aussi fait le pôle espoir en kite, donc avec mon frère, on s'est poussés tous les deux vers le haut, donc super chouette. Tu fais l'aller-retour à Porquerolles souvent, j'imagine. Oui, on va souvent à Porquerolles et même sur les autres îles, ça passe très loin. Tu vas donner envie à tout le monde en tout cas. Est-ce que c'est pas trop dur pour toi de mener cette double vie entre le sport de haut niveau et les études? Et du coup, comme je disais, vu que ça fait depuis très jeune que je fais un double projet, j'ai plutôt l'habitude de suivre les deux à côté, on va dire. C'est quelque chose qui s'est un peu ancré naturellement. Du coup, à côté, je fais un bachelor à Case Business School. Là, je suis en 3e année et ça se passe bien. J'arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Et ça demande beaucoup d'organisation et des sacrifices aussi forcément parce que je peux pas avoir une vie d'étudiante et de lycéenne. J'ai pas pu avoir une vie lycéenne normale, on va dire. Et par contre, forcément, j'ai beaucoup voyagé et ça, c'est une chance aussi. Donc, je pense que j'ai pas eu la même vie, mais par contre, j'ai vécu des choses vraiment dingues très jeunes, donc ça fait un peu permettre un peu un équilibre, on va dire. Ouais, c'est pas, voilà. c'est pas trop désagréable de pas être sur les bancs d'école non plus. Hein. C'est ça exactement. C'était plutôt sympa de beaucoup bouger et d'être à droite, à gauche tout le temps et de s'entraîner, etc. On a une belle équipe dans le sud, nous, dans notre pôle espoir, donc c'est vrai que c'était super chouette. On a été hyper moteurs et tous vraiment une grosse équipe à s'entraîner tous ensemble, donc c'était super chouette de pouvoir naviguer tous ensemble et s'entraîner tous ensemble, c'était vraiment génial quoi. En dehors du kit foil, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Très bonne question. J'adore faire de la cuisine. Plutôt des trucs salés, sucrés pardon, plutôt que faire du sucré, des cookies, etc. depuis très jeune. Après, de manière générale, le sport, en plus du kiteball, juste le sport de manière générale, c'est vraiment une passion. Moi, je fais du kite aussi, pas du kiteball, mais du kite normal depuis très jeune. Et vu que je partage cette passion avec mes parents et mon frère, on fait beaucoup de voyages kite, etc. Donc, c'est vrai que la voile, de manière générale, me passionne énormément. Et après, j'essaye d'avoir d'autres passions. J'ai appris à dessiner, à écrire là, ces derniers temps. J'essaye de trouver d'autres choses aussi pour pouvoir faire diversifier un petit peu quand même. Ouais, plus exactement, diversifier un petit peu et puis aussi des choses un peu plus simples quoi, dessiner, etc. C'est des choses qui sont plus facilement tout le temps, etc. Donc voilà, un peu ces choses-là. Alors, moi j'ai envie de te poser une question parce que toi c'est évident, tu nous le dis d'abord, le terme c'est kite foil, c'est ça, on le dit comme ça? C'est ça. C'est bien le bon terme. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui finalement découvrent cette discipline, parce que pour les néophytes que nous sommes, c'est pas une discipline qui est forcément connue, on connaît un peu la voile olympique, on va parler de 4-7, ça parle un peu aux gens, mais le kite foil c'est autre chose. Qu'est-ce que le kite foil? Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, en quelques mots, avec ta passion, ce que c'est ce moyen de locomotion sur la mer finalement? Donc le kite foil, on nous appelle les Formule 1 des mers. On est les sports les plus rapides en olympisme. Donc on a une voile qui ressemble à une voile de parapente. On est accroché par des lignes à un harnais qui nous tient au niveau de la taille. Et ensuite on a un foil. Donc ça c'est un espèce de mât en carbone qui nous permet de voler au-dessus de l'eau et une planche. Et donc nous on n'est pas accrochés, on n'a pas de pied de mât comme un bateau et tout. En fait le pied de mât un peu c'est notre corps, c'est nous qui faisons le lien entre la voile et la planche. Et en fait on est en opposition pour pouvoir aller de plus en plus vite. C'est un espèce de mélange de parachutisme et de canoë, on va dire, ou de planche à voile quand même. Ouais, c'est un peu
peu plus planche à voile exactement. C'est un mélange un peu de tout. On ressent pas les mêmes sensations qu'en planche. Pour avoir fait de la planche étant plus jeune, c'est que c'est quand même vachement différent. Mais je pense que c'est un sport qui est un peu un équilibre entre la planche et le parachutisme, uniquement, ou le parapente, etc., où c'est des voiles qui nous permettent de voler avec les mêmes sensations. Alors j'ai cru lire il y a quelques temps, tu vas me corriger si je me trompe, qu'il y a un kitefaller, comme on l'appelle comme ça, qui est monté à 32 mètres de haut, un truc comme ça, c'est vrai ça? Oui, ça c'est vrai. Alors moi je fais pas cette discipline, ça c'est du big air, c'est des disciplines c'est une discipline qui est notée sur la hauteur des sauts et sur le côté impressionnant, on va dire, du saut et du nombre de tours de voile, etc. Mais oui, le kite peut aussi monter très très haut en hauteur et pas que aller vite. Le but pour toi, c'est plutôt d'aller vite, donc il faut aller chercher le vent, aller trouver les ris, le bon endroit. Il y a quand même un peu cette notion de navigation et d'aller chercher les risées là où elles sont quand même, non? Ouais, exactement. Nous, c'est plutôt comme en bateau, c'est vraiment d'aller chercher le bon côté du parcours. Donc on tourne autour de bouées, on monte au vent et on descend. Et donc le but, c'est d'être le plus rapide sur le parcours. Et en fait, on court tous en même temps. Et le premier arrivé à la ligne d'arrivée prend un point, etc. Et on fait plusieurs manches sur toute une compétition qui dure environ 6 jours, 5 à 6 jours. Et à la fin, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Ouais, c'est des régates, quoi, le principe, comme dans toutes les disciplines. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, vers cette discipline plutôt qu'un dériveur dit traditionnel? Alors, j'ai bien compris que papa et maman étaient dans cette discipline-là, mais tu avais un panel, parce qu'en fait, tu as dû voir, pour lui avoir assisté par le passé, cette fameuse semaine olympique de voile hier, qui est très connue. Tu as dû voir tous ces bateaux. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as choisi le kitefall directement? Eh ben, donc nous, on est nouveau sport olympique depuis les Jeux de Paris 2024. Donc moi, quand j'ai commencé le kite, c'était du kite normal, c'était je pense en 2016 ou quelque chose comme ça. Voilà, même plus, 2015. J'ai commencé très jeune et en fait, moi, je faisais des figures au début. Et quand on nous a dit, ça va être olympique, ma coach, qui est devenue du coup la coach qui est allée aux Jeux de Paris, m'a dit, essaye le kite. Il y a très peu de filles aujourd'hui qui en font, donc essaye le kitefoil. T'as peut-être une chance d'aller au JO. Et quand à 14, 15 ans, on te dit ça, c'est vrai que ça fait rêver. Donc j'ai essayé et en fait, j'ai jamais arrêté. Je suis restée dans ce sport parce que c'est évident et les sensations étaient tellement dingues qu'en fait je suis restée dans le kite. Et j'ai pas eu en fait forcément aussi l'opportunité. Nous à hier, il n'y a que le Pôle Espoir en kite. Il n'y a pas d'autres supports avec le Pôle Espoir. Donc c'est vrai que c'était un peu évident de rester à la maison, de faire du kite, etc. Et alors en fait, dans la catégorie, tu as quand même une championne chez nous. Ouais, en kite. complètement. Ça va être difficile d'aller la détrôner. Elle part au championnat du monde, là, c'est ce que j'ai bien lu. Oui, c'est ça exactement. Elles sont toutes les deux, il y en a deux en fait chez moi. On est plus 3 en France et on est tous les 3 du même endroit. Et elles sont toutes les deux championnats du monde. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'ai eu un accident il y a quelques mois. Ouais, on va en parler tout à l'heure, oui. Mais donc en fait, on en profite pour les saluer en même temps et leur souhaiter bonne chance pour ce championnat du monde en tout cas. Complètement, toute bonne chance et tout mon courage et j'espère qu'elles vont se régaler et montrer le niveau des Françaises. Ton ascension a été rapide. Quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te rend la plus fière? Qu'est-ce qui me rend la plus fière? Je pense que c'est d'avoir autant l'envie aujourd'hui qu'il y a quelques années, d'être toujours aussi motivée, voire même encore plus motivée, et d'avoir grandi en fait avec ce sport et d'avoir évolué. Je pense que il y a quelques années, j'étais encore jeune et moins mature, et c'est vrai que le sport, on a cette chance dans le sport, c'est que ça nous fait grandir vite, et donc des fois on a l'impression que ça va vite et que ça va peut-être trop vite, mais en fait c'est tellement incroyable de voyager quand on n'a même pas 18 ans et on part à l'autre monde, etc. C'est juste incroyable. Donc je pense que c'est d'avoir gardé cette envie aujourd'hui avec les mêmes flammes en moi qui a envie de progresser, qui a envie d'évoluer. Je pense que les derniers mois aussi où j'ai pas pu faire de kite là depuis du coup 6 mois et où je garde espoir et je suis toujours aussi motivée, ça je pense que c'est une grande fierté d'avoir cette résilience. C'est vrai que c'est pas facile de s'accrocher, mais par contre j'ai qu'une hâte, c'est de remonter sur ma planche et de m'entraîner à fond et d'aller chercher les prochaines compètes. Donc, alors, je pense que on sent effectivement que cet enthousiasme chez toi, c'est passionnant, mais tu as mis le doigt sur quelque chose qui touche quand même beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sportifs aussi. Il y a un moment donné où des fois ça s'arrête, comme tu le disais un instant. Il y a des périodes très fortes où plein d'adrénaline, et puis il y a celles plus compliquées avec soit la chute, soit un accident.
intéressant. Est-ce que tu as connu tout ça? Ouais, du coup, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est que en octobre, j'ai eu un accident. Je suis tombée et il s'avérait que j'ai fait une commotion cérébrale et on a découvert à ce moment-là, du coup, c'était ma 4e. Donc, j'ai eu des grosses séquelles. Je suis encore en rémission. J'ai pas encore repris l'entraînement ni les compétitions. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas au championnat du monde. Et donc, c'est sûr que j'ai arrêté. Donc, une commotion, le protocole, les symptômes étaient trop forts, donc j'ai dû rien faire pendant 3 mois. Donc, pas de sport, pas d'études, pas de charge cognitive, en fait, rien. Donc, tout, c'est vraiment les écrans, tout, quoi, lire, tout, plus le droit de rien faire. Donc, pas facile, très compliqué même, je dirais. Mais par contre, j'ai beaucoup grandi et appris à me connaître encore plus. Donc, c'était un moment dur, mais au final, je pense que j'en tire des choses très positives. Donc, ça, c'est hyper chouette. Alors, mentalement, j'ai envie de te poser la question quand même, parce que là, tu passes dessus assez rapidement, mais comment on traverse ces moments-là? Parce que si tu n'as plus rien à faire, toi qui déborde d'énergie, on l'entend à ta voix, ça doit être quand même un moment difficile. Comment on fait ça? On se prépare mentalement? C'est aussi une force, quelque part, de prendre du temps pour toi et de préparer peut-être à des épreuves dans les compétitions à venir. Ouais, complètement. Moi, les 3 premières semaines, le premier mois, j'étais complètement dans le déni. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Et là, forcément, quand tu es dans le déni, tu te rends plus trop compte de ce qui est vrai, de ce qui est plus vrai. Et quand le neurochirurgien te dit stop et vraiment faut arrêter, c'est dangereux pour ta santé, ça fait un peu peur. Et donc là, tu tombes un peu de 1000 étages d'un coup. Mais au final, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. Moi, j'ai un préparateur mental depuis très jeune. Et au final, même si t'as beau être prête, c'est quand même bizarre de s'arrêter d'un coup. Et voilà, je pense que c'est important d'être très bien entouré. Moi, j'ai eu la chance de vivre chez mes parents encore, donc le fait d'être entouré en permanence, d'avoir mon frère, etc., ça m'a permis de pas trop sombrer, on va dire. Du coup, ça m'a permis de faire d'autres choses. J'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais une chance, on va dire, un peu, même si c'était pas vraiment une chance de pouvoir faire d'autres choses. Donc, j'ai repris contact avec des amis, j'ai essayé de faire des choses plus simples. À ce moment-là, je me suis mise du coup à écrire, à dessiner, pour essayer de trouver d'autres activités un peu plus simples que le sport à 1000 à l'heure. Alors on est content, comme ça tu lui réponds à la radio, c'est aussi une bonne chose de t'avoir, parce que si tu étais reparti aux 4 coins du monde, on n'aurait peut-être pas pu t'avoir aussi facilement. Exactement, c'est ce que je me dis, et c'est vrai que je pense que j'ai aussi commencé un suivi avec une psy à ce moment-là, et ça je pense que ça m'a vraiment aidé, et le fait d'avoir des petits objectifs, même si c'était pas grand-chose, quand je regarde en arrière aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était pas grand-chose, mais sur le moment ça paraissait des tâches énormes, et je pense que on se reconstruit un peu dans ces moments-là, et je pense que ça apprend à être patient, à être résilient, et même si c'est forcé un peu parce que t'as pas trop le choix, moi je me suis rapprochée de ma famille, et là aujourd'hui on a créé des liens encore plus forts qu'avant, donc je pense que c'est une chance. J'aurais aimé y arriver sans avoir cet accident, et peut-être ça aurait été différent, mais au final j'arrive à en trouver des choses positives, donc je pense que c'est le plus important. Qu'est-ce qui te pousse à continuer l'aventure malgré toutes ces difficultés? C'est la passion. C'est la passion, vraiment. Je pense que c'est un sport qui m'anime, qui me fait vibrer, qui me donne envie de me donner tous les jours, d'être meilleure tous les jours et de progresser en permanence. Et je pense que c'est plus fort que tout. Je m'en rends compte aujourd'hui. Ça fait 7 mois que j'ai plus fait de kite, et au final, quand j'ai refait quelques sessions pour le plaisir, j'avais tellement des bonnes sensations que ça va me pousser à continuer ma rééducation malgré que ce soit long, qu'il y ait des bas, etc. pendant ma rééducation, parce que une rééducation post-commotion, c'est pas linéaire et c'est pas constant, on va dire, en termes de progression. Donc, je pense que c'est ça. Et après, comme tout le monde, je pense qu'aussi on avance jour après jour, et je pense que il y avait des jours où j'avais envie de s'arrêter et des jours où ça m'animait plus. Et je pense que j'avais plus de jours qui me donnaient envie de continuer que de jours moins bons, donc ça m'a donné envie de continuer et de pas m'arrêter. Moi, j'ai jamais pensé à m'arrêter pour le coup. Dans un autre registre, est-ce qu'on peut vivre du kitefall en compétition aujourd'hui ?
Pas vraiment. C'est pas, enfin, c'est très compliqué. Moi, j'en vis pas du tout. J'ai pas, enfin, c'est un sport qui est devenu olympique et on a perdu quand même pas mal de gens sur le support, vu que nous au JO c'est qu'un représentant par pays et donc ça fait que il y a moins de budget sur les compétitions, il y a plus de prize money. Donc en fait, il faut trouver des partenaires qui se suivent. Parce que les fédérations permettent d'aider les athlètes qui sont champions du monde ou des trucs comme ça, mais quand on est le niveau en dessous, c'est plus compliqué. Et donc, nos saisons, elles nous coûtent super cher et il faut forcément trouver des partenaires. Moi, j'ai du mal à en trouver depuis quelques mois, donc là, ça m'a permis de me concentrer sur la recherche de partenaires ces derniers mois, mais ça, c'est très compliqué de convaincre des gens de t'aider, de te soutenir et de croire en toi, quoi. Quels sont aujourd'hui tes objectifs sportifs? Moi, c'est de continuer à m'entraîner là pour les championnats du monde en janvier 2027 parce que ce sera la qualification des nations pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, cette compétition est très, très importante. Et ensuite, les échéances à long terme, si je peux dire, c'est les JO de Los Angeles. Alors justement, tu fais la liaison. Quand on est en équipe de France olympique, forcément, une question revient. Los Angeles, tu y penses donc manifestement, tu as déjà donné la réponse dans ton affirmation à l'instant. Ouais, complètement. Moi, c'est ma première PO, comme on dit dans le jargon, c'est préparation rapide. J'ai commencé cette PO, du coup, moi, en 2023, j'ai commencé à vraiment m'investir et à construire un projet. Donc, c'était un peu tard pour Paris 2024, mais du coup, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour préparer Los Angeles. Et donc, là, Los Angeles, c'est mon objectif final, c'est d'aller chercher une médaille d'or à Los Angeles, quoi. Il y a une grosse concurrence à l'international dans cette discipline? Ouais, il y a une grosse concurrence. Il y a quand même beaucoup de... aujourd'hui, je pense que les filles, elles ont pris du niveau et aujourd'hui, c'est vraiment le top 10-15 chez les filles, à peu près tout le monde a le même niveau, on va dire. Et ça se joue à la fin au mental et un peu à la chance, forcément, parce qu'on est avec le vent, etc. Donc, il y a quand même un gros niveau et du coup, c'est hyper chouette parce que ça pousse en permanence à repousser ses limites et à aller plus loin. Et donc, vu qu'on est un nouveau sport olympique, c'est ça aussi qui est hyper chouette, c'est que on se connaît toutes depuis très longtemps et on progresse toutes un peu, donc c'est chouette. C'est un sport technique, mais aussi tactique. Si je me souviens bien, aux Jeux Olympiques, il y a une histoire de voile dans la finale, non? Mauvais choix de voile, il y a une histoire comme ça de mémoire. Exactement. Nous, du coup, on n'est pas comme sur des bateaux, on n'a pas une seule taille de voile, on a 3 tailles de voile. Pour varier en fonction du vent. Donc nous, ça peut arriver que par exemple entre deux manches, on vienne changer de voile parce que le vent a pris des tours ou a baissé. Donc il y a une grosse logistique aussi sur la préparation des voiles et que tout soit prêt, on va dire. Et donc techniquement et tactiquement, il faut vraiment être prêt tout le temps. Il y a aussi les variations de vent, etc. Donc c'est un mix de tout, on va dire. Il faut vraiment s'adapter au vent et aussi prendre les bonnes décisions quand il faut, quoi. Quel message voudrais-tu faire passer aux jeunes qui rêvent de se lancer dans la voile ou dans le kitfoil? Je pense qu'il faut se lancer, il faut pas réfléchir à ce qui pourrait se passer s'il n'y arrive pas, mais plus se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, qu'est-ce qui me motive profondément aussi. Je pense qu'il faut oser essayer et tenter sa chance, on va dire. Il faut pas se mettre de limites tout seul, en fait. Il faut vraiment essayer de casser les codes et les barrières sociales. Il faut vraiment juste se lancer et pas avoir peur d'essayer, d'apprendre, de tomber, de recommencer et de rêver, quoi. Il y a une notion de plaisir, mais il y a aussi une notion quand même que tu n'évoques pas, mais qui est sous-jacente, c'est le fait de dire qu'il y a du travail quand même, parce que il suffit pas de monter sur sa planche et tirer sa voile. Il y a du boulot derrière tout ça. Ouais, complètement. Mais après, je pense que dans n'importe quel sport aujourd'hui à haut niveau, il faut s'entraîner, et je pense que si on a de la passion, l'entraînement va être un peu plus facile, c'est pas le mot, mais je
pense que quand on est passionné et qu'on a un objectif, on est prêt à tout pour y arriver. Donc, je pense que l'entraînement, évidemment, il fait partie de la progression, du haut niveau. Mais il n'est pas ressenti pareil quand on est animé par un rêve, par un très grand rêve même. Quand on est passionné, c'est plus facile, je pense. Merci en tout cas. On va te laisser rêver, Zoé. En tout cas, ça nous a fait bien plaisir de t'entendre. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours, tes ambitions et les coulisses d'une discipline spectaculaire en pleine explosion, puisque nouvelle aux Jeux Olympiques. Nous, on va te souhaiter le meilleur pour la suite de ta carrière. D'abord, une bonne récupération. Prends soin de toi et peut-être un jour, on te donne rendez-vous aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Tu te souviendras qu'on était à tes côtés. On va te soutenir moralement et suivre un peu ta carrière jusqu'au bout. Et puis, on te souhaite de nous revenir à l'antenne pour nous raconter la suite de tes aventures. Merci beaucoup, à plaisir. À très bientôt en tout cas, Zoé. À très bientôt. C'était Si on parlait de sport avec Philippe Bellou, Grégory Louis et Zoé Boutang. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité sportive. C'est la fin du match et de cette 153e émission de Et si on parlait de sport. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 153e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Philippe Bellou, Grégory Louis et Zoé Boutang. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Cette émission est à retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site Et si on parlait de sport. Vous aimez l'émission Et si on parlait de sport? Passez de l'autre côté du micro et devenez vous aussi membre ou supporter de l'association. Parce que Et si on parlait de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ses plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. Très bonne journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport consacrée à celles et ceux qui vont vivre le sport au quotidien. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.